Bien, on va donc commencer cette deuxième table ronde de l'après-midi. Après avoir abordé, comme on vient de le faire, les politiques du numérique éducatif et les enjeux de coopération et des cas concrets et des expériences et des approches concernant différents niveaux et différents types de coopération, nous passons à cette table ronde où il s'agit des politiques du numérique éducatif et les enjeux économiques et technologiques. En fait, vous l'avez sans doute vu dans la présentation du colloque, et il y a un texte qui introduit cette table ronde, dont l'idée essentielle est que dans le développement du numérique éducatif, il y a une multiplicité d'acteurs et des enjeux multiples également. Et effectivement, nous, on veut concentrer le regard, cette fois-ci, sur les enjeux économiques, éducatifs, bien sûr, d'emblée, mais économiques et technologiques aussi, et en même temps, porter un regard sur différents acteurs, leurs modalités d'action, justement, et ne pas négliger le fait que on parle d'un milieu, d'un espace qui est fortement concurrentiel, où il y a les GAFA, donc un secteur privé très actif et générateur d'innovation fondamentale, radicale, dirions-nous, les économistes dans certains domaines spécifiques, mais également des instances éducatives, les instances publiques bien évidemment, et la question centrale finalement est comment ceci sert à l'objectif fondamental de développer une éducation, disons, inclusive de qualité, mais en même temps favorise les dispositifs innovants, et tout cela se développe dans un environnement hautement concurrentiel. Comment garantir la qualité pédagogique? Quelles innovations peut-on développer? Quelles sont les problématiques qui peuvent apparaître dans ces continuums formation, recherche, innovation? Donc c'est ça que nous allons aborder aujourd'hui. Nous avons 4 intervenants. En fait, nous en avions 5, mais il y a Maximiliano Alonso, qui est directeur de la Banque centro-américaine d'intégration économique, qui n'a pas pu se rendre en France pour une difficulté d'agenda, disons, de dernière minute. Il nous a envoyé quelques idées clés qu'à un moment donné, je vais lire très rapidement. Ça nous donne, parce que de toute façon, ça me semblait intéressant, il était tout à fait prêt à intervenir. Et parmi les acteurs multiples, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des entreprises génératrices d'innovation, de nouvelles technologies, il y a les acteurs de l'éducation, bien entendu, il y a aussi les acteurs financiers qui peuvent contribuer à mettre en place ces dispositifs de par leur financement, leur action. Donc, mais ceci nous donne une petite marge de manœuvre supplémentaire, quelques degrés de liberté, mais dont il ne faut pas abuser pour ce qui est de l'utilisation de notre temps. Je demanderai aux intervenants d'intervenir entre 10 et 15 minutes, hein, pas plus, 12 on va dire. Et du coup, ceci permettra, malgré le fait que nous avons un petit peu de retard, de donner la parole à la salle, de poser des questions. Donc je vais commencer tout de suite par Cristina Cabuto de l'OCDE. J'essaierai aussi très, très synthétique du point de vue des présentations. Et tout ça est aussi dans les brochures qui présentent le colloque. Donc voilà, je vous passe la parole, Cristina. Merci. Bonjour, buenas tardes. Merci beaucoup à Carlos et à l'Institut des Amériques pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et en présentiel finalement. Aussi pour parler d'un thème qui est très important, surtout dans cette période post-Covid où elle entraîne un peu de repenser pas seulement nos stratégies éducatives, mais aussi à repenser un peu nos stratégies de développement
et aussi repenser la coopération aussi entre Europe et Amérique latine. La semaine dernière, j'étais au Panama dans un événement organisé aussi par la fondation IULAC où on parlait effectivement des nouvelles alliances entre Union européenne et Amérique centrale. Et donc, je suis contente de pouvoir continuer ce dialogue sur la région et sur nos deux régions aussi à Paris. Alors, mon intervention va être très rapide. Je vais apporter quelques idées de notre rapport annuel perspective économique d'Amérique latine ou Latin American Economic Outlook. Qui est le résultat d'un travail en équipe entre le Centre de développement de l'OCDE, la CAF, c'est-à-dire la Banque de développement d'Amérique latine, la CEPAL, c'est-à-dire la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et finalement la Commission européenne. Donc, je vais essayer surtout de répondre à une des questions que Carlos mentionnait sur, disons, comment les technologies digitales peuvent être mises au service d'une éducation plus inclusive et plus performante. Et je vais essayer de tirer quelques leçons aussi de la crise du Covid-19 dans la région, dans l'Amérique latine. Vous savez peut-être très bien que l'Amérique latine et les Caraïbes sont la région en développement qui a été la plus touchée par la crise du Covid. Et donc, dans ce contexte, les gouvernements ont mis en place des mesures plutôt restrictives. Par exemple, si on regarde le graphique, on peut remarquer que les écoles dans la région sont restées fermées beaucoup plus longtemps que dans les pays de l'OCDE. Et donc, dans ce contexte, on s'est rendu compte, bien sûr, de l'importance des technologies digitales pour assurer une certaine continuité dans les programmes scolaires. Mais on a aussi remarqué une certaine faiblesse dans les systèmes éducatifs de la région, surtout dans le milieu digital, ce qui a donc aussi aggravé certaines inégalités qui étaient déjà existantes avant la crise. Et donc, dans cette présentation, je vais, comme je disais, essayer de tirer quelques leçons aussi pour pouvoir guider les nouvelles politiques, surtout en vue d'une accélération de cette transformation digitale de l'éducation. Donc, un premier point que je pense a déjà été remarqué est bien sûr le fait que l'accès à Internet et aux technologies digitales dans la région n'est toujours pas universel. Et donc, cela a eu aussi un impact sur la qualité de l'apprentissage pendant la pandémie. Comme vous pouvez regarder dans le graphique, il y a des différentes situations, mais on peut dire qu'en moyenne, les étudiants les plus pauvres avaient seulement, disons, 14% des étudiants les plus pauvres avaient accès à un ordinateur à la maison en 2018, contre 80% des étudiants les plus aisés. Et donc, un premier point très important est l'importance de réduire cette fracture numérique pour que tout le monde puisse bénéficier de cette transformation digitale. Un deuxième point, bien sûr, est que quand les écoles ont fermé du jour au lendemain, on s'est aussi rendu compte du rôle très important qu'elles jouaient. Et donc, pas seulement pour garantir un accès plus équitable aux technologies digitales, surtout pour les étudiants qui avaient accès à ce type de technologie seulement lorsqu'ils étaient à l'école, mais aussi pour accompagner les étudiants
et pour les faire bénéficier de ces technologies digitales. Donc une leçon, je pense, qu'on a appris pendant la pandémie et qui a été aussi prouvée par de nombreuses études sur des programmes comme One Laptop per Child, et qu'il n'est pas seulement nécessaire d'assurer l'accès aux technologies, mais aussi d'accompagner l'accès aux technologies avec des séances de formation pour qu'elles puissent réellement bénéficier les étudiants dans leur parcours d'apprentissage. Et donc là, je me réfère par exemple à l'importance des laboratoires d'informatique, mais aussi à l'importance d'incorporer ces technologies dans les parcours éducatifs des étudiants à côté d'un apprentissage plus classique. Et par exemple, les opportunités qui pourraient dériver de la gamification, non, pour rendre plus stimulant l'apprentissage, surtout des plus petits et des enfants. Là, comme vous pouvez voir dans le graphique, il reste quand même des défis importants pour les écoles de l'Amérique latine, surtout pour assurer, disons, un ordinateur par élève, surtout dans les milieux, dans les écoles rurales et dans les écoles socio-économiquement défavorisées. Mais si on met pour l'instant d'un côté les écoles et on considère aussi les nouvelles compétences qui sont nécessaires pour participer dans le marché du travail, on peut remarquer en regardant le graphique par exemple que pour les 4 pays d'Amérique latine pour lesquels les données sont disponibles, on remarque des compétences informatiques entre les adultes qui sont encore très basiques. Et si vous regardez le panneau A, surtout, vous pouvez voir que surtout les adultes sans un diplôme d'éducation supérieure ne pouvaient même pas compléter un test qui a été mené par l'OCDE dans le cadre d'une évaluation des compétences de solution de problèmes des adultes. Parce que ces personnes probablement n'avaient pas des compétences informatiques basiques et certaines personnes ne savaient même pas, par exemple, comment utiliser une souris. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il est important d'incorporer ces technologies digitales dès le début dans les parcours scolaires pour que les étudiants puissent développer des compétences numériques qui seront très importantes aussi dans le marché du travail et surtout pour le futur du travail. Et bien sûr, en parlant du futur du travail, comme vous pouvez voir dans ce graphique, l'automatisation va porter à la disparition de certaines tâches plutôt répétitives et routinières et aussi à la disparition de certains emplois. On peut voir par exemple qu'en Amérique latine, plus que 20% des emplois sont à risque élevé d'automatisation. Et donc cela met en évidence aussi l'importance de la formation continue et l'importance pour les étudiants d'apprendre aussi à suivre des parcours d'apprentissage plus autonomes, comme par exemple la formation à distance, les MOOC qui sont de plus en plus nécessaires pour cette formation tout au long de la vie et pour la mise à jour des compétences qui nous sont demandées dans ce marché du travail en évolution constante. Et donc, dans ce contexte, et en tenant compte des différents défis dont je viens de parler,
Je pense que la coopération internationale peut effectivement jouer un rôle très important. Depuis le Centre de développement de l'OCDE et en collaboration avec l'Union européenne, depuis quelques années, on essaye de développer un nouveau concept de coopération qu'on a appelé Development in Transition ou développement en transition. Il s'agit d'une nouvelle forme de coopérer, une forme plus inclusive, avec plus d'outils, par exemple aussi la coopération technique et plus d'acteurs, y compris par exemple la société civile et le secteur privé. Et là, je pense surtout dans le milieu de l'éducation digitale, je pense qu'il y a 3 domaines où, disons, la coopération entre surtout l'Europe et l'Amérique latine pourrait être très pertinente. Premièrement, par exemple, le domaine de l'infrastructure. Et là, on sait, il y a un très bon projet qui a déjà été mis en place entre l'Union européenne et les pays de l'Amérique du Sud, principalement. C'est le programme BELLA, qui est un acronyme pour Building the Europe Link with Latin America, et qui vise, disons, à connecter pas seulement les 2 continents, mais aussi les réseaux éducatifs et académiques des 2 continents. Et je pense que ce type de programme pourra sûrement renforcer les projets d'éducation digitale entre nos 2 régions. Deuxièmement, je pense aussi à l'importance de la coopération dans le cadre de la protection des données personnelles, ce qui peut sûrement aider à développer un écosystème digital plus fiable et donc favoriser aussi l'adoption de ces technologies digitales. Et là, bien sûr, je pense par exemple à l'adoption du règlement général pour la protection des données par l'Union européenne, qui a en fait établi un modèle pour la privacité et la sécurité des données. Et là, par exemple, je pense que les pays, surtout de l'Amérique centrale, qui présentent encore certaines faiblesses dans leur système de protection de données, pourraient bénéficier de ce type de coopération. Et finalement, je pense qu'il faut encore explorer un troisième, disons, un troisième domaine qui est le lien entre, disons, le droit à l'éducation, le numérique et le changement climatique. Là, surtout à la lumière du pacte vert européen et aussi à la lumière des croissantes vulnérabilités de la région de l'Amérique latine, surtout des Caraïbes. Mais je pense, j'ai déjà beaucoup parlé, je pense que je vais laisser ce troisième point aussi un peu plus ouvert aussi à la discussion avec le public pour voir ce que vous en pensez. Et surtout, je pense, je ne sais pas s'il y a des collègues de l'AFD, je sais que l'AFD est en train de mobiliser beaucoup de ressources sur ce thème, et donc ça serait aussi intéressant d'écouter leurs avis. Merci beaucoup pour l'attention et je vais passer la parole aux autres panélistes. Merci. Merci beaucoup, Christina. Et comme d'habitude, tous les travaux et les études produites par l'OCDE et les centres de développement de l'OCDE et nos amis là-bas, Sébastien Nieto et d'autres, sont de très grande qualité. Et en effet, les éléments présentés vont dans ce sens-là. C'est ce rapport, le Latin American Economic Outlook, dont j'étais commentateur à plusieurs reprises, et à chaque fois je disais qu'il ne fallait pas se faire d'illusions. On allait parler de Léo, mais pas de Léo Messi. Hein. Mais ce Léo-là est très bon, toujours, et du coup, le Léo de l'OCDE. Et là, les points que Christine a évoqués sont de la plus grande importance, c'est-à-dire, enfin, les défis sont immenses en Amérique latine, puisque la crise suscitée par la pandémie a mis en relief les faiblesses
très importante, d'où les difficultés à tenir le coup, pour ainsi dire, d'où la difficulté à assurer un certain nombre de jours de présentialité, alors que les difficultés de connectivité sont grandes, donc la continuité pédagogique en conditions de crise sanitaire a été véritablement un problème important, très important pour l'Amérique latine. Mais on ne peut pas en rester là, effectivement, en tirant des conclusions sur les possibilités d'améliorer la situation, et comment, en plus, envisager une sortie par le haut, en articulant le droit à l'éducation, le numérique, effectivement, et non seulement l'inclusion, mais aussi le changement climatique, qui sont deux dimensions d'un développement soutenable. Mais, évidemment, on est sur la bonne voie. Je pense que il y a peut-être une ou deux questions ou remarques de la part du public. On va continuer avec cette méthode qui consiste un peu à réagir à chaque intervention, si c'est le cas. Sinon, on peut en reprendre des questions, des observations ultérieurement. Non? Donc, on va continuer donc dans notre progression. Alors, je disais qu'il y avait une intervention de Maximiliano Alonso qui n'a pas pu venir, mais dont il nous a envoyé quelques éléments synthétiques. Je vais peut-être, pour respecter la langue d'origine, passer à l'espagnol, parce que c'est quelques paragraphes que je vais lire qui me semblent importants et qui ajoutent une pierre à l'édifice, puisque il parle de cette situation de post-pandémie de la jeunesse et de l'éducation en Amérique latine et de la façon de pouvoir surmonter les obstacles dont on parlait à l'instant. Alors, il nous envoie ces quelques idées qui font partie d'un rapport, justement, de la Banque centra-américaine d'intégration économique, dont il est l'un des directeurs, et on reste avec un focus en Amérique centrale, malgré tout important. Où il dit: los jóvenes de la región latinoamericana tienen ganas de emprender y superarse, no solamente por el desafío en sí mismo, sino para contrarrestar los efectos del desempleo, el cual se evidencia en el porcentaje de jóvenes autoempleados, que es de 16% en la región, contra el 6% en promedio, por ejemplo, del conjunto de los países del OCDE. El emprendedurismo y el empleo es un asunto de suma importancia para la juventud latinoamericana, que ha sido, como se sabe, fuertemente golpeada por la crisis económica y sanitaria de los últimos años. Como parte del apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica a las necesidades y prioridades de los países socios, consideramos importante apoyar a los gobiernos de la región en el financiamiento de proyectos para atender las necesidades de esa población jóvenes. Uno de los pilares que debe reforzarse primordialmente como eje estructurador de esos proyectos en función del empleo es la educación. Hoy sabemos que los jóvenes con nivel educativo medio, secundaria incompleta o completa, son los que registran mayores dificultades para obtener empleo y al mismo tiempo, tanto la informalidad como la caída en la calidad del empleo se correlacionan con este nivel educativo. Es decir, a mayor nivel educativo o de habilidad técnica, mejores trabajos y más estabilidad. El emprendedurismo y el empleo es un asunto de suma importancia para la juventud latinoamericana y elevar la calidad del empleo es clave si queremos que los próximos trabajadores puedan vivir con dignidad y no sean empleados incluso bajo la línea de la pobreza. También para que las y los jóvenes se formen en las profesiones del futuro necesitamos adecuar las competencias de nuestras estructuras y actualizar las currículas. La inversión destinada... La inversión destinada a esto debe reforzarse inevitablemente y además es importante que se tenga presente que el tema central es cómo generar un nivel educativo compatible para desempeñarse en las ocupaciones más demandantes. Este problema general se agudiza cuando se pone en el contexto de la creciente informatización y automatización de muchos de los empleos que hoy absorbe el mercado laboral juvenil. Sabemos que hoy tienen menos participación en las tareas cognitivas no rutinarias, que son, a su vez, las que mayor apoyo de la tecnología demandan, como el uso de computadoras o software específicos. Al mismo tiempo, al ocupar los puestos más rutinarios por tener ausencia de pericia técnica, sus trabajos son los más susceptibles de ser reemplazados por la tecnología, ya sea en la forma de sustitución o en la de informatización.
Debemos entonces abordar los procesos educativos con la conciencia de que la tecnología debe ser parte e incorporada de manera casi natural a los procesos de enseñanza y en los perfiles de los nuevos egresados. Esto disminuirá la brecha entre los nuevos empleos y las capacidades construidas a través de los sistemas de educación formal y no formal. Por otro lado, actualmente las empresas tienen cada vez mayores dificultades para encontrar los perfiles adecuados para las tareas que demanda el mercado laboral de hoy y del futuro próximo. En parte, una nueva educación del futuro debe ser pensada no como la respuesta a las necesidades del mercado, sino como una realidad articulada a los procesos laborales, a la ciencia, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a las necesidades de los espacios técnicos y otros actores del desarrollo que generan un ecosistema de integración social que fundamenta el trabajo de los jóvenes. El deseo y las ganas de progresar de los y las jóvenes siempre están, pero falta un mayor compromiso estratégico de los hacedores de políticas públicas, de nosotros, las bancas multilaterales para el desarrollo y todo el conjunto de actores involucrados en estos procesos. Es importante orientar todos los esfuerzos hacia un cambio macro y micro que permita desarrollar a las y los jóvenes no solo como ciudadanos activos, sino como hacedores del futuro. La educación del mañana se necesita hoy y debe ser orientada a generar más creatividad, mayor adaptación a la innovación y habilidades blandas, las cuales deben ser complementadas con el avance de la tecnología y las industrias 4.0. Termina diciendo: el Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, junto a la OEI, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, la Unión Europea, la Organización para el Fomento de Estudios Internacionales, instancias nacionales como Francia Educación Internacional, entre otros, estamos trabajando para formar de cara al futuro a esta nueva generación de jóvenes con inversiones dirigidas. Es vital fortalecer el vínculo entre empleo, educación, nuevas tecnologías, innovación, para construir nuevos modelos de desarrollo. Esta es la síntesis de la presentación. Me parece que aporta algunos ingredientes muy importantes para la discusión que tenemos que desarrollar, pero en ausencia ¿hay una observación? Perfecto, adelante. Me gustaría nada más hacer un comentario en relación al tema de Centroamérica, el desarrollo de capacidades en Centroamérica. La necesidad de que esto se haga en diálogo con todos los sectores, y yo creo que la Comisión Europea, con las actividades y proyectos que está llevando adelante, puede apoyar a que eso ocurra. Centroamérica tiene muchas debilidades en infraestructura de conectividad que es necesario solventar para poder darles acceso a lo que fue el programa Vela y a lo que significa la conectividad con Europa. Pero eso se tiene que hacer en alianza con todos los actores, incluyendo los la gente de infraestructura, las empresas que tienen infraestructura, porque al final son demasiadas debilidades en el medio y la incorporación y participación de universidades y centros de investigación es fundamental, así como de los centros de excelencia que existen en Europa en áreas de transformación digital. Lograr sentar en una misma mesa, en un espacio de diálogo, a los distintos actores políticos, universidades, sector privado, sector público, organizaciones como las redes de investigación y educación, es un espacio con el cual se puede construir esa fortaleza que es necesaria para Centroamérica y el Caribe en particular, que son muy desasistidos en esos aspectos. Muchas gracias por este complemento en relación a Centroamérica, que efectivamente por el momento ha concentrado nuestra atención. Más temprano mencioné que participé hace 2 semanas en una misión de Francia Educación Internacional sobre justamente un proyecto de desarrollo del capital humano orientado a la formación técnica y profesional, y particularmente en Costa Rica, en Panamá y El Salvador. Se presentaron los resultados de una primera etapa de ese proyecto y se planteó la perspectiva de profundizarlo con participación de la Unión Europea y otras instancias como el Banco Centroamericano de Integración Económica, con un ingrediente que es importante. Hay estas debilidades estructurales que se mencionaban, pero también hay una dinámica de integración regional que, comparativamente a otros espacios de la región latinoamericana, finalmente funciona bastante bien. Eso es un ingrediente importante para el intercambio de experiencias, para la escala de ciertos proyectos. Así que, bueno, es una nota interesante. En todo caso, hay una preocupación creciente en la región, puesto que, como sabemos, la informalización, la violencia, etcétera, captan o involucran a los jóvenes
Y esto es crucial, enfrentar este problema para las perspectivas no solo de desarrollo, sino de vida misma en esos países. Bien, on va passer de nouveau au français pour continuer avec notre séquence d'intervention. Je vais passer la parole maintenant à Federica Minichiello, qui est directrice du laboratoire d'innovation et des ressources en éducation de France Éducation Internationale. Federica. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. De mon côté, du coup, je vais parler plutôt d'un point de vue. Donc, mon institution est un opérateur, l'opérateur à l'international du ministère de l'Éducation nationale. Donc, principalement, nos métiers sont liés à la coopération. Et quand on a discuté avec Carlos Queilan de ce colloque, c'est vrai qu'il y a eu plein d'axes qui auraient pu être abordés parce qu'il y a tellement de sujets à aborder pour parler d'éducation numérique et de comment on mène des politiques efficaces dans ces domaines. Parce que vous avez cité les défis sont énormes, mais les opportunités aussi. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites à la fois en termes de continuité pédagogique, de problèmes d'accès. On peut le voir dans un sens très large, que ce soit de la connectivité dans le sens infrastructure, et des compétences bien évidemment, parce que on peut avoir toutes les infrastructures du monde, mais manquer quand même crucialement en compétences. Bon, le choix que nous avons fait ensemble là, pour mon intervention, et donc on a pris vraiment deux mots-clés dans le descriptif de cette table ronde. C'est plutôt le côté EdTech, donc tout ce qui est partenariat un peu aussi avec des acteurs privés. Et il y a aussi le sujet de souveraineté qui m'a particulièrement parlé, et vous allez vite comprendre pourquoi. Et du coup, je vais vous parler, je vais vous faire référence à deux actions spécifiques. Donc après, je pourrais évidemment répondre à des questions plus larges si vous le souhaitez, mais la première est une initiative qui a été initiée par notre propre ministère de l'Éducation nationale avec le ministère des Affaires étrangères. Et ils ont associé spontanément leurs opérateurs, donc nous, pour l'Éducation nationale et l'Institut français pour les affaires étrangères, mais il y a aussi avec l'idée de dire finalement les enjeux, quand on parle de transformation numérique et des grands chantiers, finalement aujourd'hui je pense qu'on est tous conscients que finalement on finit vite pour rentrer dans des projets assez complexes où du coup il y a un ensemble de savoir-faire et d'expertise qui doivent être associés et qui très rarement un seul acteur les possède dans son intégralité. Et on peut évidemment porter des projets, mon établissement le fait, France Éducation Internationale porte des projets de coopération, donc on peut monter des consortiums spécifiques quand on mène un projet. Maintenant, c'est aussi hautement chronophage parce qu'on va à chaque fois monter des choses spécifiques sur un projet, et après, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et donc, l'idée qui était la nôtre avec notre ministère de tutelle et différents acteurs, donc Business France, donc plutôt pour le côté entreprise, aussi les associations professionnelles de l'EdTech, donc EdTech France et Afinef, qui sont pas les seules en France, mais qui sont celles qui jouent le jeu et qui représentent l'intérêt de la filière française de l'EdTech. On s'est réunis, en gros, dans un comité de pilotage d'une initiative qui a son nom, qui est France Éducation Internationale. Et on a essayé de réfléchir ensemble à la fois sur de comment on pouvait concrétiser une approche d'un écosystème quand on veut parler du numérique éducatif, et pas juste chaque opérateur dans son coin ou chacun utilisant les relations sur le moment même. Et donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille ensemble. Le coup d'envoi était en 2019. Évidemment, il y a eu la première vague Covid qui nous a propulsés d'une façon très efficace parce qu'on a très vite essayé de voir comment notre association pouvait déjà répondre aux enjeux de continuité pédagogique qui apparaissaient partout dans le monde. Et on a essayé et grosso modo, notre initiative aujourd'hui se résume à 3 grands axes. Bon, évidemment, il y a des sujets de gouvernance. Quand je vous cite beaucoup d'institutions et beaucoup d'intérêts publics et privés, les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Un acteur public va chercher plutôt des sujets de coopération et d'échange. Les acteurs privés vont chercher évidemment des opportunités business et c'est normal. Et donc, évidemment, quand vous mettez beaucoup d'acteurs autour de la table, il y a forcément des enjeux de comment on arrive à mettre ensemble des intérêts différents, mais pour aller tout de même dans une direction qui est commune pour un bien commun. Et c'est le pari
qu'on a fait, en tout cas, de pouvoir réussir à le faire. Donc évidemment, il y a le sujet de gouvernance, voir de représentativité, de marque, ainsi de suite. Ça, c'est un sujet de fond qu'on a. Mais il y a été aussi déjà d'essayer de cartographier déjà l'existant, de voir, en termes d'acteurs publics et privés français, déjà qui avait quelque chose à proposer concrètement à l'international, en termes d'expertise, en termes de savoir-faire, avec la posture évidemment de ne pas arriver juste et pardonnez-moi pour l'expression un peu pratico-pratique, mais plaquer une solution déjà existante dans un contexte qui est bien lointain, mais plutôt apporter une expertise qui puisse être utilisée en tissant des collaborations intelligentes. Et donc, on a essayé déjà, on travaille depuis pas mal de temps maintenant pour essayer déjà d'identifier tous les acteurs qui ont l'intérêt et qui peuvent effectivement apporter une valeur ajoutée à l'international. Donc, et il y en a évidemment différents acteurs qui sont intéressés par la zone qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui. Et on a aussi une action ensemble de programmation d'événements communs. Concrètement, on essaie d'aller aussi sur place, participer à des événements où on essaie de montrer dans les dialogues avec des parties prenantes, d'autres ministères, parfois des bailleurs, etc., de montrer aussi qu'on essaie d'avoir une parole publique-privée qui est ensemble et qui essaie d'apporter du coup une réponse un peu plus globale au sujet du numérique. Parce que finalement, si vous voulez être efficace, en fait, il faut plusieurs acteurs autour de la table. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire systématiquement depuis 2 ans. Et l'action spécifique dans le cadre de cette initiative dont je voulais parler, donc dans le cadre du plan de relance, donc depuis l'année dernière, il y a eu la décision de recruter 2 VIE spécifiques au numérique éducatif. Et donc, il y en a un qui est actuellement, depuis 1 an, à Mexico. Et dans les décisions d'emplacement, on a choisi ensemble, donc Business France, les ministères, nous et les ministères des Affaires étrangères, ministère de l'Éducation nationale. On a choisi, donc on a 2 VIE, il y en a une personne qui est actuellement à Mexico, une autre qui est à Tunis. Et j'aurais voulu effectivement pouvoir faire intervenir la collègue qui est actuellement en Amérique latine, donc il n'était pas possible. Donc je vais plutôt faire un retour de ce qui sont les résultats de sa mission depuis 1 an, qui va être reconduite. Et sa mission a été concrètement elle est basée à Mexico, mais en réalité, elle sillonne en différents pays. Sur cette première année, c'est concentré surtout sur le Mexique, le Chili et la Colombie, qui étaient les 3 pays qui ont été identifiés d'un point de vue filière public-privé comme des pays sur lesquels il y avait déjà beaucoup de relations existantes et qu'effectivement, il y avait sans doute des matières de collaboration à réfléchir. Et donc... Et je l'ai contacté récemment en lui parlant de ce colloque pour que je puisse aussi faire un peu un retour terrain. Donc, je suis la modeste intermédiaire de ce qui est un peu le ressenti au bout d'1 an d'observation terrain sur les sujets du numérique éducatif. Donc, évidemment, et je ferai aussi le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux perspectives de coopération, le constat est le même. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui font penser qu'il y a vraiment matière à développer des collaborations. Déjà, la coopération universitaire et quand même tous les liens qui existent entre les acteurs de recherche, qui est peut-être pas ma casquette en tant que telle, mais qui est évidemment un terrain hautement favorable. Et il y a aussi ce qui est très intéressant par rapport en tout cas aux 3 pays qui ont été observés, mais c'est sans doute aussi quelque chose qui peut s'appliquer à d'autres pays. C'est aussi le fait finalement, on a une diversité de situations en Amérique latine qui permettent finalement d'aller à la fois vers des situations vraiment de défaut d'accès de base et donc des problèmes très concret d'infrastructure et donc où il faut aussi parfois prendre le sujet à l'inverse, c'est-à-dire on peut intervenir à la fin en connectivité, mais on peut aussi réfléchir à comment une offre e-tech, une offre du numérique peut évoluer vers des modes asynchrones, vers du low-tech, parce que pour moi, ce sont 2 revers de la médaille, ce sont 2 façons de voir la même problématique. Et il faut les traiter les 2 en même temps. C'est-à-dire à la fois agir sur la connectivité, et je pense que différentes zones d'Amérique latine sont tout à fait un terrain pour pouvoir expérimenter cela, mais aussi pour pousser des acteurs et tech, français et d'ailleurs, à faire évoluer leur propre offre pour tenir compte aussi de ce qui sont des dimensions de manque de réseau ou de connectivité fluctuante, car il me semble
que cela pourrait aussi et favoriser un peu une évolution des tech qui soit plus compatible avec des aspects d'impact environnementaux qu'aujourd'hui on ne prend pas toujours suffisamment en compte lorsqu'on veut mener une action de numérique éducatif. Et donc, il y a à la fois ce terrain qui est un terrain d'expérimentation qui est clairement là. Et il y a évidemment aussi des contextes aussi très à la pointe aussi à l'innovation technologique. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai levier à utiliser entre les savoir-faire qui existent entre les différents pays et en France et donc des pays partenaires en Amérique du Sud et les liens avec toutes les équipes de recherche. Je pense notamment à l'IRIA qui a une antenne au Chili sur tous ces sujets-là. Il y a quand même aussi de la matière à aborder des sujets d'innovation. Donc voilà, en tout cas, ce que nous essayons de faire depuis maintenant 2-3 ans, et donc ça va continuer tout au long de l'année prochaine et pour la suite, en tout cas, sur la zone qui nous intéresse aujourd'hui. Et une des réflexions qu'on a commencé à travailler ensemble d'un point de vue d'écosystème a été aussi de dire, mais si on se positionne en tant qu'écosystème, quelles sont les spécificités, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à apporter en réalité certes, on est plusieurs acteurs autour de la table, mais finalement, quelles sont les spécificités et quelle est notre vision du numérique éducatif? Alors, c'est vrai que beaucoup de mes camarades parlent plus souvent des spécificités françaises. Moi, je préfère la prendre un peu plus large, sans doute des spécificités au niveau européen, et ça fera les liens un peu avec les axes que vous évoquiez tout à l'heure, car évidemment, il y a un vrai sujet, et il me semble que c'est une réelle opportunité aujourd'hui pour inscrire le numérique éducatif dans une vraie trajectoire à long terme. C'est tous les sujets que vous avez évoqués sous la protection des données. Moi, je le prends dans un sens un peu plus large de la souveraineté en tant que telle. J'ai vu que dans le brief de la table ronde, on évoquait la place des GAFAM. C'est vrai que je me suis interrogée, et là, très modestement, je vais avouer que je ne sais pas forcément quelle est la relation vis-à-vis des GAFAM, forcément de l'Amérique latine, enfin, du fait aussi de la proximité avec les États-Unis. D'ailleurs, je serais très intéressée d'en apprendre plus lors de cet après-midi. Mais c'est ce qui est clair, qui est en tout cas en France et en Europe, il y a un vrai mouvement autour de la souveraineté numérique. Alors, il y a plein de façons possibles de définir la souveraineté. La mienne est celle que je vais utiliser, et je ne suis pas devant être la seule à le faire. C'est plutôt comment la personne dont on détient les données peut maîtriser ce qui est fait de ces données, où elles se trouvent et pourquoi elles sont utilisées. Donc, c'est plutôt une vision de la souveraineté avec l'individu au centre, et pas forcément une souveraineté à solution française, solution européenne, ou ainsi de suite. Et donc, le deuxième exemple que je vais vous faire d'une action qui est concrète et qui est maintenant a lieu depuis un an et demi au moins. Donc, c'est une initiative qui a été lancée à la fois par la France et l'Allemagne, qui s'appelle Gaia X, donc le fait de créer un écosystème, enfin en tout cas un ensemble de règles pour créer réellement un écosystème de confiance. Parce que si on parle de protection des données, on parle aussi, pas que les protéger, mais aussi de les utiliser. Parce que si on veut profiter de toutes les possibilités du numérique éducatif, il ne faut pas juste protéger les données. Je suis déléguée à la protection des données, donc ces parties-là me parlent assez souvent dans mon quotidien, mais il faut aussi les utiliser de façon intelligente. Et si vous voulez, ça c'est sans doute un défi où je pense que personne n'a réellement quelque chose à enseigner aux autres, parce que nous sommes tous un peu dans la même difficulté. Vous pouvez avoir, et là aussi l'approche écosystème elle est intéressante, parce qu'aujourd'hui, je parle personnellement, moi j'ai même des projets pour utiliser des données, à développer des applications à base d'IA pour mon propre établissement, parce que parfois l'innovation, et ça veut dire cela, on peut passer 2-3 ans à essayer d'élever tous les obstacles pour monter un projet. Et donc ça, chaque acteur peut le faire dans son coin. Et on peut aussi le penser à une échelle un peu plus large pour faire en sorte que finalement au niveau de l'écosystème, on se donne vraiment les moyens de commencer à utiliser les données, les protéger, mais les utiliser tout aussi. Et donc Gaia X est en fait une initiative franco-allemande qui vient de l'industrie, qui n'est pas du tout politique si politique sans doute, mais pas forcément initiée initialement par des objectifs juste politiques, de créer un peu une infrastructure pour favoriser l'échange et la circulation des données. Il s'avère qu'il n'y avait rien qui concernait l'éducation et les compétences.
Il y avait plein de secteurs qui sont organisés, le tourisme, l'assurance, etc. Et donc, avec le ministère France Éducation Nationale et le ministère de l'Éducation nationale, on a essayé de mobiliser tout l'écosystème dont je vous parlais avant, et au-delà, parce que maintenant, c'est plutôt au niveau européen que ça se passe, pour commencer à défendre l'idée que l'éducation et les compétences, c'était un vrai secteur qui méritait de réfléchir à un espace de données souverain où finalement on soit en mesure, on se donne les moyens d'utiliser les données et dans un cadre de confiance. Et donc, depuis un an maintenant, on a commencé à mettre en place différents cas d'usage qui sont à la fois pour la valorisation des données autour de la compétence, on a une perspective de formation tout au long de la vie, les traces d'apprentissage, comment on utilise les traces d'apprentissage, comment on fait qu'il y ait une université qui a des traces d'apprentissage sur ses élèves, sur ses étudiants, puisse aussi savoir ce que ces étudiants font au-delà, peut-être en suivant des MOOC, peut-être en poursuivant leur formation par ailleurs, pour avoir finalement être vraiment avoir des moyens de leur faire de la recommandation, de les aider à s'orienter dans une démarche réellement tout au long de la vie. Et donc ça, c'est une action donc, pour créer un espace de données pour l'éducation et les compétences qui a lieu actuellement en France. Au niveau européen, il y a des appels à projets de la Commission européenne pour commencer à financer les premiers data space autour des compétences. Et donc, ce mouvement-là, il me semble que c'est très intéressant parce que si aujourd'hui, il est encore restreint dans un cadre européen, parce que ça prend du temps d'essayer de réfléchir à ça. Derrière, vous parlez de plein de sujets techniques, d'échange de données, d'interopérabilité, etc. Ce sont les aspects moins glamour du numérique éducatif, mais qu'il faut quand même résoudre qu'on veut réellement faire, par exemple, de l'intelligence artificielle par-dessus. Et donc, j'en parle dans le contexte de ces colloques parce que très récemment, il y a eu par exemple des échanges avec l'Inde qui sont en train d'entrer dans toute la logique de la protection des données personnelles et on s'est rendu compte que finalement, on pouvait réfléchir ensemble sur des infrastructures ouvertes. Et donc, il me semble que c'est une piste, en reprenant ce que vous disiez sur la protection des données, pour voir protection et utilisation des données. Et c'est sans doute une piste des collaborations qui serait très intéressante, où je pense, très modestement, qu'il y a un certain nombre d'acteurs français et européens ont beaucoup de choses à dire, à partager avec d'autres pays. Merci beaucoup. Merci Federica pour cette intervention très, très intéressante en illustrant avec des initiatives concrètes et, disons, des modalités de mise en place des coopérations autour du numérique éducatif, mais où il n'est pas question seulement, disons, des aspects opérationnels ou techniques, mais aussi des enjeux économiques et, je dirais même, à travers cette notion et cette problématique de la gestion et utilisation de données, de la gouvernance de ces processus, la souveraineté et aussi la gouvernance de ces processus, qui est une question qui est aussi à mettre sur la table. Je ne sais pas s'il y a des questions, des observations, des remarques sur ça. Allez-y. Merci. Marc Urban de Red Clara. Le réseau éducatif et de recherche pour l'Amérique latine. J'ai été très intéressé par les interventions, les dernières interventions qui me paraissent... je crois que l'action de notre organisation dans le cadre de la coopération Europe-Amérique latine me paraît... va dans la ligne de ce qui a été exposé, mais je rejoins aussi l'intervention de mon voisin, et dans ce sens que il y a véritablement une différence fondamentale dans l'approche qu'on puisse avoir par rapport à la problématique latino-américaine en comparaison avec la problématique européenne, évidemment. C'est des différences substantielles qu'on ne peut pas escamoter. Donc c'est vraiment... je pense que si bien l'Europe n'a pas résolu tous ces problèmes internes, loin de là, loin s'en faut, je crois que l'échelle à laquelle on est confronté en Amérique latine, l'échelle des problèmes est d'une autre grandeur. Et surtout, le risque de la fracture numérique croissante est nettement plus marqué
dans le continent latino-américain qu'en Europe. C'est clair et c'est très clair. L'engagement et les solutions qu'on peut trouver pour les solutions en Europe sont, disons, probablement l'engagement en soi des acteurs de l'écosystème européen est probablement en soi déjà beaucoup plus fort que celui qu'on peut obtenir en Amérique latine. Et en ce sens, je rejoins l'intervention de Luis Cadena, on ne va pas trouver de solution si on n'est pas tout le monde à la table. C'est vraiment fondamental, tant les acteurs privés que publics. Mais les acteurs publics, vraiment, ils doivent faire partie. Sans eux, ce ne sera pas possible. L'Amérique latine souffre vraiment de carences de connectivité. Ça, on l'a déjà exposé plusieurs fois dans cette journée. Et ces carences ne vont pas être comblées simplement par des incentives, des soutiens aux investissements privés. Ça ne va pas être faisable de combler ce trou. Il faut vraiment trouver des solutions innovatrices, nouvelles, d'une autre ampleur, qui impliquent les communautés locales, probablement. Ça, c'est peut-être une voie, mais je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits pour trouver, mettre les acteurs de l'écosystème digital à une table et de trouver des solutions. Parce que sinon, je veux dire, le risque est beaucoup plus grand que celui qu'on peut attendre en Europe. Voilà ce que je voulais dire. Des réactions peut-être de Federica, voire de Cristina? Non? Non, juste pour dire que je suis complètement d'accord avec vous, effectivement. Oui. Oui, là, parmi les enjeux économiques, effectivement, on n'a peut-être pas souligné suffisamment, et il y a l'enjeu de ce trou à combler. C'est tout simplement un problème de montant, de niveau de financement, entre autres choses, mais très important, et puis de gouvernance de ces processus, de mettre tout le monde autour de la table. Et je crois que là, il y a la différence centrale entre l'Europe et l'Amérique latine. Il y a des niveaux de départ de différentes questions, connectivité différentes, mais la pandémie, les crises qui en ont résulté, a aggravé cet écart, disons, a approfondi cet écart, et du coup, on a plus de difficultés sur le plan de l'inclusion éducative, puisqu'il y a eu des décrochages, etc., plus importants du fait des journées de non-cours, etc., présentiels, et difficultés pour combler ça par la connectivité. Et puis, ça aggrave la situation, le fait que les effets en termes de pauvreté et d'exclusion ont été plus grands, là où il y avait moins de marge de manœuvre, moins de billes pour faire face, à travers des politiques contre-cycliques, à la situation générée par la crise sanitaire sur le plan économique et social. Donc là, vous voyez il y a une grande difficulté. Et il faut donc mettre les bouchées doubles, disons, pour renverser la tendance. Et c'est là un enjeu économique fondamental, ça c'est clair. Bon, on va peut-être passer la parole à Colin de la Higuera, titulaire de la chaire UNESCO Aurelia, ressources éducatives libres et intelligence artificielle, à l'Université de Nantes. Donc, voilà. Ça marche. Bon, bonjour, bon après-midi. Voilà, je suis très content d'être là, très heureux, très honoré. Merci de m'avoir invité. Mon exposé va être probablement très en décalage parce que je ne représente pas des grandes institutions. En fait, je représente une petite chaire, un groupe de gens qui réfléchissent, qui travaillent sur deux thèmes qui peuvent sembler un petit peu déconnectés. L'intelligence artificielle, le mot a été évoqué, mais en fait, finalement, on ne s'est pas apesanté dessus. On l'a vu comme un autre mot qui est dans le paysage. Bon, je vais essayer de vous expliquer que c'est un mot qui va bouleverser le paysage, ce paysage du numérique pour l'éducation. Et le deuxième, c'est les REL, les ressources éducatives libres, las REAS en espagnol, qui sont ceux dont on parlait ce matin. C'est-à-dire dans l'exposé, c'est-à-dire le fait de dire qu'il faut absolument que cette connaissance soit partagée, et pour que cette connaissance soit partagée et soit justement la nôtre, il fallait adopter un certain nombre de règles. Donc voilà un petit peu le point de départ. Alors,
La question qui était écrite, c'était celle-là, c'est est-ce que grâce à l'IA, on peut imaginer que l'innovation va donner lieu à une éducation inclusive et performance. Puis une deuxième partie sur quelles sont les collaborations possibles Europe, Amérique latine et Caraïbes qui permettraient de faire ça. Je vais surtout répondre à la première question parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de réponses sur la deuxième. C'est-à-dire que je collabore aujourd'hui beaucoup sur l'Europe. Je sais que des projets similaires sont en train de se passer aux États-Unis. Je sais aussi qu'en Asie, on les a. Je ne suis pas assez au fait, et je m'en excuse, de ce qui peut se passer au niveau de l'Amérique latine. Donc ma réponse, ou mes réponses, sont les trois réponses suivantes. Donc la première, c'est qu'il y a un vrai enjeu qui est l'IA pour l'éducation. Je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est un enjeu dans un instant, très rapidement. Le deuxième, c'est qu'il y a un deuxième enjeu, c'est d'éduquer à l'IA. Alors ça semble peut-être pas évident, mais c'est un peu le virage qu'on a raté un peu il y a quelques années, où pour trop longtemps on s'est dit que ce n'était pas la peine de former au numérique ou de former à l'informatique. Or ensuite on a vu aussi des documents aujourd'hui qui exprimaient que les gens qui avaient le plus de difficultés à s'insérer, finalement à trouver les métiers, étaient ceux qui n'avaient pas cette culture digitale. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'aurais dû peut-être donner mon biais. Je suis informaticien, d'accord, je ne suis pas de sciences sociales, je le regrette. Donc j'ai un biais là-dessus où je suis persuadé quand même qu'il faut aussi faire de la technologie, en plus de s'intéresser bien sûr aux applications et à la place de ces technologies dans la société. Et la troisième, la conclusion, ça va être de faire le lien avec l'ouverture. C'est un peu ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire que si on veut que tout ça marche, il va falloir ouvrir, et ensuite on va se dire, mais si on ouvre, il y a peut-être aussi un danger. Donc il y a pour l'éducation, enjeu. Donc le truc le plus important, c'est peut-être la partie qui est barrée là. Donc l'IA a un rôle important dans l'éducation, et pas va avoir. Donc on peut se dire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va arriver. On peut imaginer demain alors le robot qui va remplacer l'enseignant ou des systèmes extrêmement compliqués. Sauf que si vous avez des amis qui sont enseignants de langue en ce moment, demandez-leur les difficultés qu'ils ont avec des gens avec qui les collègues qui sont là-haut ont aussi des difficultés. C'est-à-dire l'intelligence artificielle qui assure aujourd'hui la traduction automatique. Quand je discute avec les collègues de langue qui enseignent en France l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol, ils m'expliquent à quel point c'est très difficile parce que ils ont à faire face à au moins 3 difficultés. La première, c'est que les élèves s'en servent pour faire leurs devoirs, pour tout faire. La deuxième, c'est que quand il y a une situation d'enseignement numérique, ce sont encore des outils qui vont réarriver pour la question de l'accréditation, de l'évaluation des examens. Et donc, on a du mal à évaluer quand finalement ces outils sont utilisés. Puis la troisième, qui est encore plus difficile, bien sûr, c'est la question que se posent les enfants, les jeunes, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que je suis en train d'apprendre finalement une connaissance sur laquelle la machine est bien plus forte que moi et quel est l'intérêt de le faire? Donc l'IA est déjà présente. Alors ça, on peut se dire, c'est que les professeurs de langue. Pas tout à fait. J'ai sur mon smartphone ici une application qui s'appelle, je vais faire de la pub, Photomat, où je scanne une équation quelconque, n'importe laquelle du programme de mathématiques de la 6e jusqu'à la terminale. Et puis j'ai non seulement la solution, mais j'ai aussi le déroulé de la solution que je n'ai plus qu'à copier-coller. Et aller sur les forums des enseignants qui sont en train de geindre là-dessus. Alors, soit de geindre, soit de trouver des stratégies. Et là aussi, on l'a vu, des stratégies pour pouvoir aller contre, pour pouvoir quelque part contrer l'intelligence artificielle. C'est peut-être pas si facile. Et enfin, ce qui est en train d'arriver ou va arriver fait frémir. On a des technologies qui s'appellent, alors le nom techno, c'est GPT-3. D'accord. Le non moins techno, ce sont en fait finalement des énormes réseaux de neurones qui sont aujourd'hui capables de construire une rédaction, un texte. Vous lui donnez le point de départ, peut-être quelques éléments de langage que vous avez envie de voir dedans, et vous avez un résultat. Alors en français, c'est pas encore bluffant. En espagnol, c'est pas encore bluffant. En anglais, ça trompe un enseignant. Un enseignant ne sait pas faire la différence entre un élève et une IA. Alors bien sûr, dans certains cas, il y a toujours des trucs, et un enseignant entraîné va pouvoir y arriver. Voilà. Donc voilà, c'est le discours là-dessus, c'est qu'il va bien falloir regarder un petit peu ces questions de près, parce que cette deuxième vague de numérique qui arrive avec l'IA dedans, il va falloir préparer les enseignants à ça.
Et donc, juste un peu de pub donc, pour un projet qui est mené par FEI et dans lequel j'ai la chance de participer. C'est un projet européen, donc l'Europe nous finance pour justement réfléchir à cette formation des enseignants. Alors au départ, on devait former les enseignants pour les préparer à utiliser l'intelligence artificielle en classe. Et c'est passionnant parce que plus on fait de réunions avec les collaborateurs, et plus le projet va mal. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas ça qu'il faut enseigner. Ce qu'il faut enseigner, c'est les réactions qui ne sont plus de la technologie face à la technologie, tels que les problèmes que je viens de raconter il y a quelques instants. Donc c'est un projet qui est compliqué parce qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on écrit le cours, on se rend compte que finalement les choses, comme toujours, l'intelligence artificielle à côté ne s'arrête pas pour nous permettre de finalement enseigner par rapport à une technologie d'il y a 3 ans ou 2 ans. Alors, juste un mot, donc effectivement, le lien sur IA et éducation ouverte. Alors, continuons aussi, c'est juste pour rappeler que ça fait partie de ces objectifs de développement durable. Donc, l'éducation ouverte, c'est ces enjeux dont il était question ce matin, c'est-à-dire la possibilité qu'on partage la connaissance. Comme tous ceux qui sont enseignants ont commencé ce métier avec envie de partager la connaissance, pas de la confisquer. Et néanmoins, les outils numériques tels qu'on les a malheureusement configurés sont en train de conduire à confisquer la connaissance, pas du tout à la partager. Je suis obligé de dire aujourd'hui que je trouve plus de connaissances ouvertes chez Google, sur YouTube, que sur les universités. Ça me pose un problème, c'est totalement dommage. Donc je crois que ça fait aussi partie du discours que j'entendais à ce moment-là. Donc l'idée, c'est d'ouvrir la connaissance, c'est-à-dire d'utiliser des ressources éducatives libres, des licences bien fichues, pour pouvoir partager entre nous les ressources. Mais bien sûr, il va se poser des problèmes derrière ça. C'est-à-dire qu'on se dit, mais une fois que je mets la connaissance en partage, est-ce que d'autres ne vont pas en profiter ? Alors d'autres, on les connaît, c'est-à-dire ceux qui, quelque part, ont aussi une capacité financière pour développer, financière et pas seulement, une capacité intellectuelle. Ils ont quand même des chercheurs extrêmement doués et puis des techniciens, enfin des gens qui savent développer des outils. Mais si cette connaissance est accessible à tout le monde, est-ce que ce ne sera pas d'autres qui vont finalement aller partager cette connaissance ? Et donc l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger ? Donc on peut se protéger en fermant à clé notre système éducatif ou au contraire en l'ouvrant. D'accord ? C'est-à-dire pour éviter finalement de se faire dévorer notre connaissance. Alors le danger de la fermeture, c'est que de toute façon, cette connaissance existe. Alors ce ne sera peut-être pas la nôtre, ce sera une autre. Il y a des technologies qui existent, qui sont aujourd'hui en train de permettre de récupérer une vidéo en anglais et puis d'en obtenir la traduction. Alors pour l'instant, vous avez juste la traduction. Mais vous pouvez utiliser une synthèse vocale qui va pouvoir redonner tout de suite la traduction. Des traductions qui, je suis désolé pour le premier étage, commencent à être de qualité suffisante avec ensuite différentes technologies qu'on peut utiliser pour corriger les choses. Et donc ensuite, alors, vous pouvez utiliser le même timbre de voix qu'on peut apprendre, encore une fois, par des techniques d'intelligence artificielle, pour pouvoir entendre une personne qui n'a jamais parlé français de sa vie, néanmoins en train de raconter son cours en français. Donc les connaissances vont arriver. Simplement, si on veut être en train de travailler sur nos connaissances, sur notre façon de les raconter, il va falloir qu'on s'y mette. Voilà, donc il va falloir faire attention, c'est-à-dire que ces choses, ça peut sembler simple, ça ne l'est pas, ça demande une éducation, ça demande un travail, puisque développer de la connaissance, c'est à la fois développer la connaissance, puis faire attention à la partager correctement. Les gens qui ont fait de l'open source en informatique savent que ce n'était pas juste mettre du code sur Internet, c'était aussi respecter certaines règles du jeu. Voilà, je crois que j'ai presque fini. Dernier clair transparent, j'espère. Ah oui, la solution, c'était celle-là. Il fallait quand même que j'ai une citation en espagnol. D'accord ? C'était pour dire que même si effectivement le risque, c'est d'avoir les géants de l'Internet qui vont eux-mêmes profiter de cette connaissance, si elle est ouverte, nous, on peut en profiter aussi. On peut aussi quand même essayer de proposer une solution. Il y a des belles EdTech en France, en Europe, en Amérique latine, sur lesquelles on doit pouvoir travailler. Et donc la conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est l'IA est en train d'arriver. On va retrouver ces enjeux réellement demain. Donc quand on discute dans ce colloque de comment gérer le numérique tel qu'on l'a connu pendant la crise, je peux juste pas vous promettre, mais prédire, d'accord, mais que le numérique qui arrive derrière va être
encore plus spectaculaires avec des enjeux autrement plus importants, enfin autrement différents, mais des enjeux très positifs aussi. Hein. Il y a vraiment des choses positives. Le projet dont je parlais rejoignait ceux dont il était question ce matin avec Dr Tawil, c'est-à-dire c'était cette idée d'avoir une grande base de ressources éducatives mondiales dans toutes les langues, partagées, et dans lequel les outils seraient des outils libres, et puis qui, dans ce cas-là, seraient pris en charge par l'UNESCO. C'est écrit 0 minute, je suis sûr. Et donc là-dessus, je vais arrêter, et puis moi aussi, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Merci beaucoup pour cette intervention qui est très stimulante, je pense, pour notre réflexion et qui introduit pleinement la dimension technologique, pour ainsi dire, et dont je trouve une clé d'analyse quand même et de base de réflexion fondamentale dans les propos que vous avez tenus à la fin, c'est-à-dire une perspective, disons, de base des ressources éducatives mondiales et ce qui correspond bien à l'idée de l'éducation comme bien public global. Et ça donne du sens et du contenu. Bien entendu, c'est comme dans la même mesure qu'on n'a pas pu encore, dans les faits, imposer pleinement cette idée de bien public global, et il est difficile de l'imposer associée à cette idée de base des ressources éducatives globales aussi, puisqu'il y a des intérêts et des égoïsmes et des difficultés. Alors, ma question, mais j'ouvre aussi la possibilité, bien entendu, qu'il y ait des questions de la salle, c'est que la faisabilité de ça, comment vous voyez les forces en présence pour avancer dans ce sens-là, et tant du point de vue économique comme du point de vue technologique? Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de ressources éducatives partagées. Elles sont partagées, par contre, partagées, c'est à partir du moment où vous mettez une licence, comme la licence Creative Commons qui est en bas à gauche, d'accord, vous avez juste fait part du fait que, voilà, qui le veut peut prendre cette ressource, la réutiliser, la remettre dans son cours, la remélanger, enfin, il y a toute une série de règles qui vont avec. Donc, licencier avec une licence libre, c'est juste dire, voilà, je mets en partage. Et donc, il y en a beaucoup. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont disséminées un petit peu partout. Elles sont à l'intérieur ou fin fond de serveurs de ministères, du rectorat, enfin en France. On va les retrouver ensuite dans les grandes institutions. Donc c'est compliqué, et donc c'est là où il faut des solutions plutôt technologiques. C'est-à-dire qu'il faut des moteurs de recherche, il faut ce qu'on appelle des crawlers, des machines qui vont aller ramasser tout ça, récolter tout ça. Et ensuite, il y a encore des enjeux qui sont à mi-chemin entre le technologique et puis l'humain, qui sont il faut organiser toute cette connaissance. Et là, il faut penser à des choses comme Wikipédia. C'est-à-dire Wikipédia comme un de ces modèles dans lesquels la communauté mondiale a réussi à se créer de la connaissance sans que ce soit un État qui mette le contrôle qualité ou que ce soit une personne en particulier qui dirige. Donc, il y a eu différentes façons de s'organiser pour permettre de faire ça. Donc, vous pouvez mélanger de la technologie, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle du crowdsourcing en anglais, c'est-à-dire cette capacité d'utiliser l'intelligence humaine pour organiser la connaissance. Je pense que ça va se faire. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Les égoïsmes, ils s'estompent à partir du moment où il y a des modèles. Alors, il faut trouver des modèles économiques, il faut comprendre quel est l'intérêt de l'enseignant. Et il y en a, d'accord, d'être visible, de partager, c'est aussi ce qu'il a envie de faire. Donc, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles il va falloir qu'on avance, et sur lesquelles on avance déjà. Un des transparents montrait le récent congrès qui a eu lieu à Nantes. Et parmi les keynotes, j'en pointais un en bas de Andrés Arauz d'Équateur, qui a fait un exposé juste bouleversant sur l'intérêt de cette société du partage de la connaissance, qui est donc d'Équateur. Voilà, donc je pense vraiment que les choses vont dans la bonne direction. Des États comme la France prennent ça très au sérieux, et l'UNESCO dont on a parlé ce matin, aussi on fait partie on a fait un de ces chevaux de bataille. Merci beaucoup. Y a-t-il voilà, une réaction de la salle? Il y en a deux. Sí, nada más quería hacer un comentario que ese problema me parece análogo al de la ciencia abierta, completamente, ¿no? Y tiene que ver con los incentivos. El problema es que las universidades compiten por estudiantes y por recursos, incluso las públicas. Entonces, buscar un esquema distinto de incentivos es fundamental.
Es la única forma de garantizar que las personas que producen los objetos educativos los quieran compartir, si es que hay una manera de reconocer esa compartición. Nosotros, digamos que fundamos, con el apoyo de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, una organización que se llama La Referencia, que maneja publicaciones abiertas en Latinoamérica, y la manera en que los integra a nivel de una visión regional es usando cosechadores, harvesters. Cada universidad coloca sus documentos en un formato determinado, y ese harvester dentro de la universidad identifica los artículos y los lleva a un centro regional donde están más de 2 millones, no recuerdo ahorita cuántos hay ya, pero más de 2 millones de artículos indexados en formato abierto. Entonces hay que pensar algo similar. Los objetos de aprendizaje abiertos podrían ser también cosechados, podrían ser integrados a nivel regional, pero hay que crear los incentivos y de pronto usar innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, hemos estado jugando con la idea de usar tecnología blockchain para recompensar las contribuciones, que eventualmente eso sea un mecanismo de evaluación del investigador adicional al modelo tradicional, que es tratar de sacar el modelo de incentivos de que yo publique primero que todos los demás, porque ese modelo me lleva a no compartir nada de lo que produzco, ¿no? Sí, la buena noticia es que entre las universidades más activas en la producción de REAs están todas las grandes universidades norteamericanas. O sea, si el MIT, si Stanford, si Yale, si todas esas tienen un departamento fuerte de REAs, es porque ellas le han visto un interés. O sea, eso les da un reconocimiento, un prestigio, y es la típica técnica de la soft domination, donde pues si yo tengo ahí mis recursos y que el resto del mundo las utiliza, también voy a salir ganando. Vamos a pasar la palabra a Martín Benavides y después quería hacer un comentario. Sí, muchas gracias. Una pregunta, una reflexión, ¿no?, de su parte. Digamos, las cosas como están yendo, ¿no? Y ojalá se avancen con los incentivos necesarios y todo esto se vuelva un conocimiento abierto, disponible. ¿Cuál va a ser el rol de los profesores? ¿Van a ser productores de contenido? ¿Qué van a hacer? Las dos cosas. Primeramente, pueden ser productores, y eso es uno de los argumentos que ha hecho que la OECD apoye las REAs. O sea, les da miedo que el profesor sea un simple repetidor de un material que se le dé. Entonces, poner al profesor en un rol de creador es algo importante. Lo siguiente es que efectivamente la idea de un profesor hoy es de acompañar el conocimiento, no de detener el conocimiento. Eso, claro, eso es una revolución cultural, el de decir el profesor de hoy no es la persona que se le ve como el todopoderoso que lo sabe todo. No tenemos por qué saberlo, pero tenemos que poder saber utilizar un material que existe y acompañar al lector o al estudiante en la utilización de ese material. Va a llevar tiempo de llegar hasta eso, porque la figura del profesor tiene que aceptar eso y no está claro que lo haga fácilmente. Bueno, es un tema apasionante, pero tenemos una restricción de tiempo, pero no puedo impedirme de hacer un comentario. Es decir, la buena noticia es esto de las universidades, grandes universidades americanas, pero la mala noticia es que hay rivalidades geoestratégicas, que los americanos no están solo en el mundo, que está China, que hay entonces sigue habiendo espionaje industrial, sigue habiendo competencia por correr las barreras y las fronteras del conocimiento. Entonces ahí tenemos un primer problema. Y después está el problema de los incentivos para la innovación que reproducen algo que ya se mencionaba aquí también respecto de la ciencia, es decir, hacemos el paralelo, dijimos, educación, bien público global, la salud, bien público global. Sin embargo, no se ha podido avanzar en esta idea de una rápida disminución de las restricciones para acceder a las patentes de las vacunas, porque hay esta competencia, ese mundo competitivo, concurrencial. Entonces yo creo que, esto reclama todavía más profundización para tener en cuenta esas rivalidades geoeconómicas, estos enfrentamientos y problemas que hay, que
dificultan la tarea. No quiero decir que no la hagan imposible, porque hay efectos positivos incluso de reputación, ¿no?, en aparecer siendo proveedor de recursos educativos, en nuestro caso innovadores y globales, pero sigue habiendo un problema de socialización de esto a pesar de todo, ¿no? Sigo siendo optimista, o sea, efectivamente, a base de, en algunos temas muy concretos, no sé si estamos dando una clase que somos los únicos que la damos en el mundo y que tenemos que estar en situación de competitividad, probablemente no interesa liberar el recurso inmediatamente, pero en el 99,9% de las situaciones docentes estamos enseñando cosas que otra persona en otro rincón del mundo también las está enseñando. O sea, la única razón por la que ese recurso no es abierto es porque en este país, en Francia, por ejemplo, se están gastando 400 a 500 millones de euros en libros de textos. La razón es esa, es económica, es que hay un modelo económico existente que hace que no tenemos ganas. Hemos tenido la misma cosa con la ciencia abierta, que era una batalla ante todo económica, no era una batalla ideológica. Y entonces aquí va a quedar casos donde sí, va a interesar a una universidad de decir, no, esto lo guardamos secretos, que seamos los únicos, pero eso va a ser un caso de cada 100, cada 1000, cada 10.000. Bien, on va continuer donc avec la dernière intervention de cette table ronde. Jean-François Célisier, donc, qui est directeur de l'unité de recherche Techné à l'université de Poitiers. Merci beaucoup. On a un privilège quand on est assis sur l'estrade, c'est qu'on voit le public et qu'on voit aussi les deux horloges, elles ont été signalées tout à l'heure. Deux horloges nous permettent d'être concis et nous rappellent à l'heure. Ce qui est curieux dans ce lieu du pouvoir en France, c'est que l'horloge de gauche est en avance et celle de droite est en retard. D'une heure. Merci aux organisateurs. Celui de gauche, c'est celle qu'il faut regarder. Bon, c'est celle qu'il faut regarder. À gauche, c'est bien. Et donc, merci aux organisateurs et aux organisatrices de votre invitation pour intervenir cet après-midi. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, ça a été évoqué, tant de choses à dire, mais tant de choses ont été dites aussi. Moi, j'ai retenu quelques points, 3 points que je vais évoquer avec vous. Je vais citer mon point de vue, d'abord différent, un peu comme celui de l'orateur précédent, c'est-à-dire je ne représente pas une grande institution internationale ou nationale, un grand opérateur. Je ne suis que moi, en quelque sorte, chercheur à l'université, chercheur en sciences humaines et sociales, plutôt sociales, qui s'intéresse au même sujet et qui travaille à l'université de Poitiers, au laboratoire Techné que je dirige. Donc mon propos, ou mon point de vue plutôt, il est non institutionnel, microscopique. Il s'exerce au ras du sol, c'est-à-dire vu du terrain, et il est technocritique. Je suis toujours enthousiaste à l'égard des techniques à titre personnel, mais comme chercheur, j'essaie plutôt d'être critique et donc technocritique. Et les recherches que je conduis et les recherches que tous mes collègues conduisent, dont celle qui est dans la salle aussi, ici, Émilie, eh bien, portent sur l'appropriation des techniques numériques dans le champ de l'éducation. Alors, nous ne nous intéressons pas particulièrement aux apprentissages, enfin, nos recherches ne portent pas sur les processus d'apprentissage, mais sur la façon dont les acteurs de l'éducation, du niveau le plus terrain, c'est-à-dire l'enseignant, l'élève, le parent d'élève, jusque finalement à ceux qui élaborent, conduisent les politiques publiques ou aussi aux entreprises qui ont leur propre stratégie. Tous ces acteurs-là font l'objet de nos travaux sur l'appropriation des techniques numériques parce que, après 30 ans de recherche sur la même question, s'il y a une constante, c'est bien que le terrain résiste à tout. Et que, quelles que soient les politiques, les meilleures politiques du monde, les meilleures intentions du monde, les technologies les plus probantes, les plus performantes, les plus récentes du monde, les promesses les plus séduisantes du monde, ne se traduisent pas nécessairement sur le terrain par des usages réels, efficaces, et ceux que l'on voudrait voir s'installer. Donc c'est cette distance qui existe entre les promesses et la réalité
qui fait l'objet de nos travaux sur l'appropriation des techniques numériques dans l'éducation. Cette table ronde invite à ça d'ailleurs, je pense, à interroger ces promesses, quelles sont-elles, leurs valeurs, voir aussi finalement qui les promeut, au service de qui, au service de quoi, au profit de qui, au profit de quoi, et à quelles conditions elles peuvent se réaliser. Concrètement, donc, nos travaux de recherche portent sur cette question d'appropriation des techniques numériques, du niveau le plus élémentaire de l'activité d'apprentissage dans la classe jusqu'à l'évaluation, parfois l'analyse au moins, de certaines politiques publiques, notamment en France, mais pas seulement en France. Nous avons la chance, grâce à un programme ancien, Erasmus Mundus, qui était signalé tout à l'heure, d'avoir travaillé pendant une douzaine d'années et de continuer à travailler après l'extinction de ce programme Erasmus Mundus avec un ensemble de partenaires latino-américains au Pérou, au Brésil, au Mexique, au Chili et en Argentine. Et ce qui nous permet non seulement de bénéficier de cette complémentarité scientifique qui a été évoquée tout à l'heure, qu'on recherche toujours quand on fait de la recherche, en construisant des collaborations avec d'autres laboratoires un peu partout dans le monde. Mais pas seulement, c'est pas seulement cette question de la complémentarité scientifique qui est importante pour nous, mais aussi bénéficier de, c'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais des vertus de l'altérité. C'est-à-dire que au fond, nous nous posons tous les mêmes questions, que ce soit en France ou ailleurs, je parle d'un point de vue français, en France, au Pérou, au Mexique, et dans n'importe quelle région ou pays du monde. Les questions sont le plus souvent les mêmes, mais les contextes sont très différents, et cette différence de contexte nous permet de travailler ensemble et de nous enrichir du point de vue des autres, parce que les contextes culturels, économiques, politiques différents enrichissent les points de vue de tout le monde. Très concrètement, 2 exemples. Nous venons de terminer une étude pour la Commission nationale d'accréditation chilienne, qui est un peu l'équivalent du HCERS français, sauf que c'est aussi une structure qui accrédite les universités et les formations, qui ne fait pas que les évaluer. Et nous avons travaillé avec des collègues chiliens pour une étude des conditions de l'hybridation des formations de l'enseignement supérieur, pour établir une sorte de livre blanc de l'hybridation pour les établissements chiliens. Ça, c'est terminé, ça a été publié. Et nous venons de commencer, pour prendre un autre exemple latino-américain, une recherche avec des collègues de la PUC de Lima. Donc, je suis très content de vous retrouver ici, de vous voir ici, et qui est un projet de recherche qui est financé par le dispositif, c'est un petit projet, mais très intéressant, financé par le dispositif ECOSNOR, et qui cherche à mieux comprendre les processus de recherche d'informations professionnelles que les enseignants de l'école primaire réalisent avec le numérique. Comment est-ce qu'ils se documentent pour concevoir leur pratique pédagogique? Comment est-ce qu'ils vont rechercher et parfois trouver ou non les ressources numériques qui seront utiles à eux-mêmes et à leurs élèves? Donc ce sont ces processus informationnels que nous cherchons à caractériser, à qualifier dans ces 2 contextes ruraux, semi-urbains et urbains, avec donc un échantillon d'écoles dans les 2 pays. Ça vient de commencer et ça nous enchante de faire ce travail-là. Si je reviens à la table ronde, pour sortir du point de vue que j'exprime d'une façon un peu plus générale, je vais proposer 3 observations qui s'inscrivent dans ce que je comprends être le contexte de ce colloque, c'est-à-dire le contexte post-pandémique, en quelque sorte, avec des observations qui s'inscrivent dans cette période que nous avons vécue de mise en tension des institutions scolaires par les contraintes sanitaires, avec surtout cette période initiale qui a existé partout au monde de fermeture des écoles, mais aussi avec les périodes actuelles de désorganisation, de réorganisation variée des institutions scolaires, aujourd'hui, maintenant, là, à l'heure où nous sommes ici dans ce colloque, et sans oublier non plus, en tout cas ce que nous promettent les épidémiologistes français, c'est-à-dire un retour, en tout cas en France, de la pandémie dans quelques mois, et donc peut-être quelques réorganisations scolaires à penser et à conduire dans les mois à venir. Donc j'ai retenu, je le disais, 3 points qui me semblent essentiels à l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques publiques. Le premier point concerne la fonction révélatrice de la crise.
On a déjà beaucoup dit, beaucoup écrit, on lit beaucoup sur cette période avec l'idée souvent avancée, je pense partiellement au moins à tort, de l'avènement d'une école d'après, l'école d'après la pandémie, qui serait différente, qui ne saurait être la même que l'école d'avant la pandémie. Quand je dis école, évidemment, je pense école au sens générique de l'école maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et on évoque dans ce cas-là, souvent, le plus souvent, la place et le rôle que joueraient dans cette nouvelle école les techniques numériques qui sont, je crois qu'il faut se le dire, devenues d'un instant à l'autre, peut-être pas d'une minute à l'autre, mais d'un jour à l'autre, indispensables alors qu'elles n'étaient pas perçues comme telles juste avant la pandémie et la fermeture des établissements scolaires. Tout ça pour évidemment assumer, cela a été dit, une forme ou des formes de continuité pédagogique de crise. Certains avancent même, je ne fais pas partie de ces certains, avancent un bond en avant de 10 ans dans dans l'appropriation des techniques numériques à l'école. Alors au-delà de cette formule jolie, la réalité est évidemment plus compliquée, plus contrastée surtout. Et je ne pense pas qu'il y ait eu une telle avance dans l'appropriation des techniques numériques à l'école. J'y reviens tout de suite. Et j'ai perdu le fil de mon propos, mais je vais le retrouver tout de suite. Voilà. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le temps de la recherche est un temps, disons, relativement long. Il est plus long que le temps des discours politiques. Et le temps de la publication de la recherche arrive en ce moment des recherches réalisées sur ce qui s'est passé à l'école depuis le début de la pandémie. On commence à voir beaucoup de publications très intéressantes, d'évaluations très sérieuses, de recherches très approfondies sur ce qui s'est passé. C'est assez utile de le lire. Et que disent-elles, ces recherches, pour une sorte de méta-analyse rapide? Que disent-elles de l'avance de 10 ans, de l'avancement de 10 ans dans l'appropriation des techniques numériques? Eh bien, elles disent oui. Les enseignants ont beaucoup appris. Non, ils n'ont pas appris suffisamment pour tirer parti efficacement des techniques numériques en temps de crise, bien sûr, et la crise peut revenir, mais aussi en temps ordinaire, dans un régime normal, entre guillemets normal, ordinaire en tout cas, de fonctionnement des écoles. La crise a eu une vertu, je le disais, elle est révélatrice, une fonction révélatrice. Elle nous a montré finalement les forces et les faiblesses de l'école, ses limites, ses acquis, ses besoins de transformation. Et ce qui est intéressant aussi d'observer avec un petit peu de distance, c'est que la plupart des éléments qui ont été mis en lumière, que l'on retrouve dans les articles que je viens d'évoquer, sont évidemment des éléments qui préexistaient à la crise. Mais ils étaient invisibles ou invisibilisés. Je pense là à des éléments qui ont déjà été signalés, le poids des inégalités sociales sur la réussite scolaire, mesuré depuis longtemps. Je vois la montre là. Il me reste la moitié à peu près. Renforcé, cela a été dit aussi, par les fractures numériques ou les difficultés du numérique pour tous les publics qui avaient besoin de le mettre en œuvre sans y être préparés pendant le confinement. Je pense aussi, on n'a pas beaucoup parlé d'eux, mais aux parents des élèves, souvent démunis, c'est pas nouveau non plus, hein, souvent démunis pour accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire, encore plus démunis pendant le confinement, et dont le rôle s'est accru, et dont évidemment l'impact sur les apprentissages des élèves a été à la mesure de l'accroissement du rôle qu'ils ont eu et qu'ils n'ont pas réussi à assumer pleinement, faute d'y avoir été préparés eux également. Je pense enfin aux enseignants peu ou mal formés à l'ingénierie technopédagogique et qui ont dû faire preuve, ça a été maintes fois signalé et heureusement signalé, ils ont dû faire preuve et ils ont fait preuve de beaucoup d'engagement, mais pas seulement, beaucoup d'engagement, beaucoup de créativité pour, sauver ce qui pouvait l'être. Alors toutes ces déficiences mises bout à bout, et quelques autres que je ne signale pas, ont mis à mal la résilience, il en était question tout à l'heure, de nos systèmes éducatifs. Certains se sont littéralement arrêtés pendant plusieurs mois et ceux qui ont fonctionné ont mal fonctionné. Donc ces déficiences, elles sont aussi finalement autant d'occasions de transformer, autant de leviers pour transformer
nos systèmes éducatifs. Ils ont donc une vraie valeur, une vraie utilité dès lors qu'on les analyse et qu'on les observe. Et cette démarche, elle est en cours, on peut le reconnaître ici et l'observer en France, elle est en cours avec plusieurs projets qui s'appuient sur un retour d'expérience. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé un retour d'expérience qui s'appelait les États généraux du numérique pour l'éducation. Et de ce retour d'expérience, un peu complaisant mais pas trop finalement, sont nés plusieurs projets, dont un qui s'appelle Territoire numérique éducatif et qui repose complètement, dont les leviers principaux reposent sur les difficultés qui ont été observées pendant le confinement. Deuxième point, j'en ai 3 donc, deuxième point, je l'ai un peu évoqué déjà, il concerne la créativité pédagogique observée durant le confinement. Le régime d'obligation des enseignants pour faire face aux réalités de la crise, finalement, a aussi des vertus. Et à l'échelle planétaire, si on se représente l'enseignement à l'échelle planétaire, ce sont quasiment 100 millions d'enseignants, 100 millions d'enseignants, un petit peu moins de 100 millions d'enseignants, qui ont dû faire face, prendre des initiatives, parfois solitaires, fréquemment collectives, souvent, comment dire, extravagantes parce que éloignées des pratiques antérieures. D'une formule, on pourrait dire jamais les enseignants n'ont été aussi contraints par la situation, mais paradoxalement, jamais ils n'ont été aussi libres d'inventer, d'essayer, de faire. Et toutes ces initiatives, évidemment, n'ont pas été positives. Certaines l'ont été, efficaces, positives, mais la plupart, c'est normal, ne l'ont pas été. Ce qui est certain, c'est que, imaginez le corpus de travail, de propositions de 100 millions d'enseignants, ça vaut la peine de s'y arrêter, de les évaluer, de retenir celles qui ont été efficaces, d'en tirer des enseignements, de les documenter, de les partager comme des ressources à partager également, et de valoriser les plus efficaces pour qu'elles contribuent à l'efficacité éducative de nos institutions scolaires. Ce qui est intéressant, c'est quand on analyse, quand on observe ces initiatives prises par les enseignants, c'est qu'elles se placent à 2 niveaux. Il y a le niveau, je dirais, classique de l'innovation, entre guillemets, innovation pédagogique, c'est-à-dire l'innovation qui porte sur l'activité d'apprentissage, la façon d'enseigner l'activité d'apprentissage au sens microscopique. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des initiatives portaient sur un autre niveau des institutions éducatives que l'on pourrait qualifier de forme scolaire. Les transformations qui ont fait l'objet de tests, d'initiatives, touchaient donc à la forme scolaire et à des questions fondamentales. J'en cite quelques-unes, probablement les plus fondamentales. La transformation, plutôt la réorganisation du temps et de l'espace, la redistribution du rôle et des responsabilités de chacun, enseignants, parents, cadres, entreprises, EdTech, collectivités, État, etc. Du passage d'une vision de l'école classiquement centrée sur l'activité de l'enseignement, ça a été dit tout à l'heure, à la fin de la dernière table ronde, vers une autre approche qui est, elle, centrée sur l'activité de l'élève. De la place des collectifs, ça a été dit, de l'ouverture de l'école à des partenariats et des collaborations inédites avec les entreprises EdTech qui ont été très motrices en France pendant le confinement, qui ont partagé beaucoup gratuitement leurs ressources en particulier, avec les associations de l'école, les collectivités, etc., tous les partenaires de l'école, avec cette idée d'écosystème qui a été défendue tout à l'heure par Federica. Finalement, je pense que la crise sanitaire a montré quelque chose que tout le monde pensait impossible, c'est-à-dire que l'école pouvait se transformer radicalement et vite, ce qui, en France au moins, dément toutes les accusations en immobilisme qu'on lui prête depuis, j'ai l'impression, toujours. Alors, en espérant que la pandémie ne sera vite qu'un mauvais souvenir, bon, c'est pas évident, mais on peut toujours rêver, comme dit mon fils, c'est maintenant qu'il nous faut actualiser ce potentiel de changement. Le mouvement a été initié, il faut faire en sorte qu'il ne s'arrête pas. Troisième point, qui est le dernier, donc, je vais aborder, et qui est peut-être le plus important, c'est celui du sens, et je reviens à la question des promesses du numérique, c'est celui du sens donné au numérique à l'école. Plus d'une centaine d'entretiens avec des enseignants depuis le début du confinement, ces 2 dernières années, conduits avec mes collègues du laboratoire Techné, confirment des travaux d'autres chercheurs, mais aussi confirment des observations que nous avions nous-mêmes réalisées avant le confinement et qui nous conduisent à dire que globalement, ça c'est le côté un peu décevant peut-être, mais que globalement, les enseignants sont désorientés,
totalement désorientés face aux choix qu'ils doivent opérer pour l'instrumentation numérique des activités d'apprentissage, pour la transition numérique de l'école, de l'éducation. Les enseignants et les enseignantes, bien sûr, ils manifestent de ce point de vue de forte attente de cadrage qui manque un peu, ou qui manque beaucoup, sur ce qui peut être fait, sur ce qu'il serait utile de faire, et aussi sur ce que l'État souhaite qu'il fasse, avec ses équipements, avec ses ressources, avec ses services numériques. Tous, les enseignants toujours, expriment le besoin de repères fiables, constituant un cadre de référence institutionnel et scientifique, pour qu'ils puissent avoir cette liberté de construire avec leurs propres compétences technopédagogiques, leurs propres pratiques, leurs propres propositions pédagogiques. Et les promesses de modernité, les promesses en général, les promesses de modernité, les politiques de l'offre en équipement, en connectivité, en ressources numériques, je comprends qu'elles sont nécessaires et qu'elles sont très nécessaires dans certaines régions du monde, mais je pense aussi qu'elles, ainsi que la formation centrée sur le comment faire, tout cela ne peut pas remplacer, ne saurait remplacer une réflexion co-construite et partagée sur le pourquoi. Pourquoi faudrait-il donner une place au numérique à l'école? Pourquoi faudrait-il développer certains usages des techniques d'intelligence artificielle? Pourquoi est-il intéressant de partager des ressources libres? Pour ne reprendre que les exemples évoqués juste à l'instant. Avec quelle finalité? Pour défendre quelles valeurs et construire quelle société? C'est le rôle de l'école. A-t-on besoin d'un ordinateur par élève? C'est une question qu'on pourrait se poser en France, mais dans d'autres pays aussi. Quelle transformation des parcours d'apprentissage des élèves et quelle transformation du travail de l'enseignant peut-on attendre ou souhaite-t-on des techniques que l'on peut mobiliser? Toutes sortes de questions de cet ordre peuvent être posées. Et sans ce cadre-là, qui se situe à l'articulation des sciences de l'apprentissage, des acquis de l'ingénierie technopédagogique et aussi du contrat social qui donne à l'école son rôle et sa place, sa fonction, eh bien les promesses, toutes les promesses du numérique sont, pour les enseignants, confuses, voire illisibles, fluctuantes et volatiles. Et d'autant plus fluctuantes et volatiles que les discours et les projets institutionnels ne cessent de changer et que les technologies ne cessent d'évoluer. Voilà mon troisième point. Et pour conclure, je le fais en 4 lignes, donc 3 mots, mais d'une façon plus militante, je dirais que c'est un vaste chantier. Et qu'il est urgent de faire quoi? De penser l'école, de penser enfin l'école à l'ère du numérique. Pas penser la place du numérique à l'école, penser l'école à l'ère du numérique. Que la pandémie nous a fourni l'occasion de le faire, je l'ai dit, et que les collaborations, c'est là où c'est mis du temps, que les collaborations entre l'Europe, l'Amérique latine et la Caraïbe sont essentielles, car il me semble que malgré toutes les différences qui ont été rappelées, nous portons, ou nous pouvons porter ensemble un projet d'école, un modèle spécifique de l'éducation et du numérique dans l'éducation, qui est ni meilleur ni pire, mais qui est très différent de les approches qui sont portées par les pays d'Amérique du Nord et d'Asie. Et qui a donc là non seulement une opportunité, mais presque une responsabilité à le faire ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-François pour ces réflexions et ces analyses qui effectivement nous mettent dans un autre niveau d'approfondissement par rapport à ce que l'on a développé jusqu'à là, qui est entre autres les acteurs concrets, disons, les enseignants par exemple. Et je pense que nous tous qui sommes enseignants ici, nous avons été, comment dire, disons, affectés ou touchés par quelques réflexions, parce que, et là je pense que c'est la valeur un peu plus universelle et bien sûr rôle latino-américaine et caribéenne que l'on peut partager, c'est-à-dire qu'il y a des interrogations, des mises en cause, des angoisses même, concernant le processus d'apprentissage et d'enseignement qui sont communes, quels que soient les pays, quelle que soit la région. Et ce qui est commun aussi, c'est cette idée que tout est volatile. Non seulement les promesses
du numérique, le prix du pétrole, etc. Disons, j'en passe. Donc, dans ce monde volatile et incertain, il faut quand même quelques points d'ancrage. Hein. Et nous, dans l'économie, on dit que tout peut bouger, mais il y a toujours quelque chose qui doit être fixe ou relativement fixe, le taux d'échange, ou ceci. Enfin, quelque chose doit être la référence. Donc, nous devons chercher les points fixes. Quel est le point d'appui fixe à partir du quel on peut travailler? Nous allons continuer à le chercher demain, parce que aujourd'hui, malheureusement, l'heure de gauche, hein, c'est celle qui va. On est à 18h07. Et donc, nous devons quitter la salle, mais nous continuerons à discuter demain. Il y a plein de choses qui seront reprises dans les 2 tables rondes et qui auront lieu demain et à l'Agence française de développement. C'est très important de bien enregistrer cette information. 3 places Louis Armand, dans le 12e arrondissement, dans le bel amphithéâtre de l'AFD. Nous continuerons et ça serait donc 2 séances, 2 tables rondes demain et la séance de clôture entre 14h et 17h45, 18h comme aujourd'hui. Merci beaucoup et à demain.